heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 8 de Un monde gris. Pensez à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Épisode 8. J'espérais qu'il avait une arme, un joli revolver à 6 coups. Le problème des armes à feu, c'est qu'à courte distance, elles ne sont pas si efficaces que ça. À 6 mètres, quelqu'un avec un couteau pouvait s'approcher et neutraliser un tireur avant qu'il ne sorte son arme de son étui, enlève la sécurité, l'arme et puisse viser. Les choses n'allaient pas si bien si l'arme était déjà armée et rangée à la ceinture. Tout ce qu'il avait était un morceau de métal, de forme maladroite. C'était pire qu'un pistolet. Il a sorti un couteau de cuisine et a commencé à l'agiter devant la caisse. Je ne pensais pas que le personnel était particulièrement menacé. Il aurait dû sauter par-dessus le comptoir pour les atteindre. Pourtant le magasin était plein de clients. « Ouvrez la caisse, donnez-moi tout l'argent !» Je me suis dit qu'il y avait des politiques pour ce genre de choses. Ils ne perdent pas de temps à remettre tout ce qu'ils ont. Un jour de gain n'atteindra jamais le niveau d'une demande d'indemnisation pour dommages corporels. Un homme a l'air secoué, a tapé un code et a sorti une poignée de notes. « C'est tout ce que vous avez ? Ce n'est même pas 1000 $. Monsieur, restez calme s'il vous plaît. » Ce n'était pas une façon de calmer quelqu'un. La plupart de nos paiements sont numériques. Tout l'argent qu'on met dans la caisse descend par un toboggan pour aller directement dans la chambre forte, au sous-sol. Il était de plus en plus désespéré. Il n'était pas dans une bonne position ici. Je pouvais voir ses yeux s'agiter en panique. J'ai regardé autour de moi. Bethany et moi étions à mi-chemin de la porte, ce qui nous rapprochait le plus de lui. J'aurais dû rester assise et me taire. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous tournait le dos la plupart du temps, ne se retournant que lorsqu'il regardait par la fenêtre. J'espérais qu'il ne commencerait pas à prendre des otages. Un grand type s'est levé. Il avait une silhouette de footballeur de lycée, comme s'il avait passé beaucoup de temps avec des poids et haltères. Une fille blonde s'est accrochée à lui pour essayer de le faire redescendre. « Écoute ta copine, idiot !» Et il ne l'a pas fait. « Assieds-toi, putain !» a crié le drogué. Juste ce dont on a besoin pour le menacer encore plus, et le rendre furieux. Il s'est éloigné du type et s'est tourné vers Bethany et moi. Merde. « Hé, petite fille, viens ici !» J'ai poussé Bethany derrière moi pour qu'il ne la prenne pas. Il s'est élancé à attraper mon poignet et m'a tiré vers lui en tendant son couteau et en l'agitant de façon erratique. J'ai regardé fixement le gars qui s'était levé. Il n'avait pas intérêt à bouger. Je ne voulais pas être poignardé parce qu'il désirait jouer au héros. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis est revenu vers le braqueur. Il s'est jeté en avant. Peu importe ce qu'il espérait obtenir, ça n'a pas marché. J'ai regardé le braqueur balancer son couteau pour rencontrer le gars grimaçant quand il a plongé dans son flanc. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il tombe à terre. Je devais donc faire quelque chose maintenant, ou cet idiot allait se faire tuer si ce n'était pas déjà le cas. Et qui sait ce que ce type ferait si cela arrivait. Il n'aurait pas de retour en arrière, rien à perdre. Je ne pouvais pas risquer de faire de mal à Bethany. Alors que le couteau revenait dans ma direction, projetant des éclaboussures de sang sur moi, j'ai exécuté le plan qui s'était formé dans mon esprit dans la seconde qu'il avait fallu pour que les choses aillent de mal en pire. J'ai attrapé la tasse de café fumant sur la table, à ma droite, et l'ai balancé dans le visage du gars. Rien de tel qu'un petit choc pour relâcher la pression. J'ai attrapé sa main qui tenait le couteau, et je l'ai tiré vers moi et vers le haut, le bras tendu. Je ne mesurais qu'1,50 m. Il était donc facile de glisser mon épaule sous son coude. J'ai sauté et tiré vers le bas aussi fort que je le pouvais. Il y eut un craquement répugnant quand le bras cédait, se pliant à un angle anormal. J'ai attrapé le couteau dans ma main droite. J'avais vu des gens sous l'emprise de la drogue se débarrasser d'un bras cassé comme si ce n'était rien, et continuer à se battre comme un démon. Je devais garder le contrôle, alors je me suis retourné, en tenant toujours son poignet, et j'ai enfoncé la lame dans son aisselle, juste pour qu'elle le pique. Puis j'ai remarqué qu'il criait. Il avait encore l'instinct de se mettre sur la pointe des pieds, faisant une petite danse pour essayer d'éloigner son corps du couteau qui le piquait sous le bras. Il ne pouvait pas me frapper sans s'empaler.
J'ai laissé échapper un faible souffle. Et maintenant, tais-toi, ou je vais te faire taire. Et je dis au gars, je voulais un peu d'espace pour réfléchir. Quelqu'un ici connaît les premiers secours? Cet idiot aurait besoin d'aide. J'ai fait un signe de tête vers le gars sur le sol qui gémissait et se tenait sur le côté. Ça n'avait pas l'air trop grave pour moi, trop bas pour toucher le poumon. Il montrerait la cicatrice à sa prochaine petite amie, pour faire le beau, certainement. Quelqu'un a déjà appelé la police? Il a fallu quelques minutes pour que la sécurité du magasin fasse irruption, arme au poing, et me crie de lâcher mon arme. Je suppose que ça n'avait pas l'air très bon. Un corps sur le sol, et moi avec un couteau sur un autre, qui avait commencé à sangloter. Je me suis dit qu'il n'allait plus être une menace, et j'ai doucement abaissé le couteau pour qu'il puisse se tenir sur la plante des pieds, et lâcher son bras. Il a failli tomber pour s'éloigner de moi. Je me suis tourné vers la sécurité en tenant le couteau entre deux doigts, et je l'ai laissé tomber sur le sol. Je m'attendais à ce que le tacle arrive, mais c'est toujours pire. L'ignorance et la surprise peuvent parfois être un bon anesthésiant. 2 gardes costauds, équipés d'un gilet pare-balles rudimentaire, me percutent et me portent au sol. L'un d'entre eux s'est allongé sur moi tandis que l'autre me tirait les bras, dans le dos, et me passait les menottes. Un couple d'ambulanciers a suivi, et s'est agenouillé près des 2 blessés. Il aura fallu 10 bonnes minutes pour interroger la moitié du magasin, avant de me retirer les menottes. Bethany leur criait dessus tout le temps, les menaçant de toutes sortes d'actions en justice. Elle ne s'est tue que lorsqu'ils l'ont menacée d'une nuit en cellule. J'ai frotté mes poignets d'un mouvement circulaire et fléchi les articulations de mes épaules, là où elles avaient été maintenues dans une position non naturelle pendant si longtemps. Mes côtes me faisaient encore mal à cause de leur plaquage, mais je semblais aller bien. « Alexis, tu saignes? Laisse-moi regarder ta main. » J'ai baissé les yeux, j'avais dû me couper les doigts en attrapant le couteau. Les coupures ont commencé à piquer. J'ai tendu ma main pour qu'elle puisse y jeter un coup d'œil. C'était probablement mieux que ce que ça en avait l'air. Je ne l'avais même pas remarqué, et avec mes mains menottées dans le dos, ça avait eu le temps de saigner un peu et d'avoir l'air dramatique. C'est bon, j'ai même pas remarqué. Elle n'écoutait pas, allant chercher un des ambulanciers qui avait chargé les 2 autres sur des brancards. Il les avait remis à 2 personnes, avec ambulance écrit sur leur veste. Il a jeté un coup d'œil à ma main, la tournant doucement dans la sienne. Ça n'a pas trop l'air profond. Il n'y aura peut-être même pas besoin de point de suture. Je vais quand même mettre de la colle. Ça maintiendra la peau ensemble pendant la guérison. Vous avez beaucoup de chance. Il a sorti un petit sachet de sa trousse de premiers soins. On a enduit mes doigts et les a enveloppés dans des bandages soignés. La police est venue prendre ma déposition. Je leur ai donné tous les détails dont je pouvais me souvenir et ils sont revenus avec un sermon sur le fait que j'aurais dû attendre les professionnels. Et blablabla. Bethany a fait remarquer qu'ils étaient en train de poignarder quelqu'un à mort et qu'il n'y avait pas de professionnel à portée de main. Ils ont commencé à avoir l'air un peu ennuyés avec elle à nouveau. À ce moment-là, l'adrénaline avait disparu et je tremblais violemment. J'ai toujours des tremblements après les bagarres. Bethany a demandé si nous pouvions partir. Ils ont dit que nous pouvions si nous leur donnions nos coordonnées. Bien sûr, je leur avais donné une fausse adresse. Quand ils ont accepté de nous laisser partir, Bethany a attrapé ma main valide, me faisant presque sursauter. « Oh, désolé !» Mais elle ne m'a pas lâché. Il y avait une certaine foule au moment où nous avons quitté le magasin. Quelques policiers faisaient des déclarations à un journaliste, qui, je suppose, faisait ses courses avec sa famille, car elle était accompagnée d'une femme qui avait l'air ennuyée. J'étais dans un sale état, avec ma main bandée et une tache de sang sur mon pull. Le journaliste, en me voyant, a sauté sur l'occasion d'une interview, en commençant sa phrase par « Quelqu'un en plein dedans ?» Bethany l'a repoussé avec un violent « Va te faire foutre !» menaçant. Je l'ai laissé me guider à travers la foule des personnes. Elle m'a fait descendre et sortir du centre commercial par une petite entrée arrière dans la rue. En face, il y avait un petit parc. « J'avais l'habitude de venir ici avec mon père, » dit-elle. « C'est calme, je pense que personne ne va nous déranger. » C'était une journée d'automne, fraîche. La température devait être à peine au-dessus de 0, et mon manteau avait été volé à l'école. Nous avons trouvé un banc, près d'un des plus petits chemins. J'ai senti l'énergie que j'avais eue un peu plus tôt me quitter lorsque je me suis effondré sur le banc. J'ai commencé à frissonner.